Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Je vous accueille avec notre partenaire France Stratégie, Cécile Joly. On aura l'occasion de se présenter juste après. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle, vous avez peut-être déjà eu d'autres webinaires. Est-ce que vous nous entendez bien sur le chat? Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer? Alors, j'ai dit oui, 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 parfait, ok, super. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Donc, quelques règles consignes pour ce webinaire. Si vous avez participé à d'autres webinaires des semaines de l'évolution professionnelle, vous devez sûrement les connaître déjà. Vous avez le chat pour poser vos questions si besoin. On fera un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, on est ensemble de midi jusqu'à 13h. On se prendra un petit temps à la fin pour vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter vos questions de votre côté et puis à la fin, je vous indiquerai voilà, le temps de questions-réponses. Vous pourrez les indiquer directement sur le chat. Alors, pour qu'on passe à la suite, donc je vais me présenter Quentin Chizin, je suis coordinateur pédagogique pour mon CEP par Avenir Actif en Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis accompagné ce matin, en tout cas ce midi, par Cécile Joly, chef de projet chez France Stratégie. Oui, donc Cécile Joly, je suis économiste à France Stratégie, qui est un service du Premier ministre et qui réalise en particulier des projections d'emploi et de métiers à un horizon de 10 ans de manière régulière, et on en parlera tout à l'heure. Merci. On nous signale un petit écho sur le chat. Cécile, ce que je peux te proposer, c'est de couper ton micro quand tu ne prends pas la parole. Ok, ça marche. Je te remercie. Petit point sur les semaines de l'évolution professionnelle, donc, qui se déroulent du lundi 7 au vendredi 18 octobre, organisé par l'APEC et Avenir Actif, pour promouvoir l'évolution professionnelle avec l'ensemble des partenaires régionaux et nationaux. Donc, vous avez accès à un événement qui est 100% digital, gratuit et accessible à tous, qui inclut pas moins de 70 webinaires thématiques, dont celui d'aujourd'hui sur les métiers de demain. N'hésitez pas à la fin de ce webinaire à consulter la programmation si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir vous inscrire à d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Alors, on repasse la slide pour la présentation des intervenants, puisque nous nous sommes déjà présentés, on a pris un petit peu d'avance. On va pouvoir démarrer cette thématique, donc nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Sur la thématique, je souhaite en savoir plus sur les métiers de demain. L'objectif de ce webinaire, ça va être de vous présenter de manière très générale des éléments de contexte sur le marché du travail, pour qu'on puisse ensuite aborder les changements sur le rapport au travail et surtout le cœur de notre sujet, les métiers à horizon 2030 avec des projections et des analyses qui sont notamment issues des études de France Stratégie. Et ça tombe bien, on a Cécile sous la main aujourd'hui. Et puis, on fera un petit point sur l'accompagnement à la transition professionnelle qui est en lien aussi avec cette thématique dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Je vous propose qu'on démarre sans plus tarder. Donc, en démarrant avec des éléments de contexte sur le marché du travail. Donc, il faut savoir que depuis les années 70, on a une forte hausse du chômage qui oscille entre 7 et 11% sur les 40 dernières années. Suite à la crise du Covid qu'on a tous vécu depuis 2020, on a eu une hausse de l'intensité des embauches avec des fortes demandes sur certains secteurs, notamment, je pense, au secteur du transport logistique quand on était tous en confinement. Des manques en main-d'œuvre également sur des métiers qui étaient en tension, et ça, on pourra y revenir par la suite sur les métiers en tension.
et une accélération des mutations économiques, donc notamment liées à la transition énergétique et à la transition numérique, avec tous les enjeux que ça peut comporter en termes d'intelligence artificielle, en termes de recyclage d'énergie renouvelable, qui sont apparus post-crise sanitaire. Et depuis la crise du Covid-2019, on a un niveau de chômage qui est relativement bas au regard des standards français. Pour vous donner un ordre d'idée, début 2024, on se situait au niveau national à un taux de chômage à 7,5%. Parallèlement à ça, en 2022, on avait 8 métiers sur 10 qui étaient en tension forte ou très forte, ce qui représentait 87% des emplois sur le territoire national. Et depuis 2023, on a un ralentissement des embauches avec une stagnation, une hausse du chômage. Donc, je vous l'ai dit, 7,5% depuis 2024. À l'exception de certains secteurs, notamment la construction, avec des enjeux autour de la rénovation des bâtiments. Cécile, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette partie? Oui, l'exception de la construction, c'est aussi lié beaucoup aux incitations qui ont été mises en place par le gouvernement, singulièrement après Covid et dans le plan de relance, avec une augmentation assez substantielle de MaPrimeRénov', qui a pour but effectivement de rénover les bâtiments pour qu'ils émettent moins de gaz à effet de serre, donc qu'on fasse des économies d'énergie, et ça a été conséquent, et ce ne sera pas forcément le cas dans les années qui viennent, étant donné les difficultés budgétaires. D'ailleurs, par rapport à cette projection, donc, on a de plus en plus d'entreprises qui déclarent des difficultés de demande plus que d'offres, notamment en lien avec l'inflation, la baisse de consommation. Donc, on a des entreprises qui vont avoir une offre qui peut être prolifique, en tout cas qui est présente, mais des demandes en face qui ne répondent pas forcément, ce qui va du coup impacter aussi le marché du travail. Je vois sur le chat certaines personnes qui ont des problèmes de son. Alors, malheureusement, ça, on n'a pas forcément la main dessus. Ça vient des connexions des uns des autres. N'hésitez pas, si besoin, à vous déconnecter, reconnecter. Ça peut solutionner ce problème-là. Donc, on a l'état du marché du travail, et puis de l'autre côté, au niveau des salariés, des travailleurs, on a aussi un rapport au travail qui change depuis plusieurs années. Je ne vais pas forcément rebalayer l'ensemble des chiffres de cette diapo-là. Vous aurez de toute façon le replay de ce webinaire qui sera mis en ligne à partir du 21 octobre. Donc, vous pourrez retrouver ce replay et les informations des slides à ce moment-là. Ce qui est surtout important de noter, c'est que aujourd'hui, donc là, ce sont les chiffres d'une étude 2022. Aujourd'hui, on a surtout un besoin au niveau des salariés, des travailleurs, de donner plus de sens à sa vie et notamment d'exercer un métier qui est plus proche de ses passions et de donner par ce biais-là aussi une nouvelle orientation à sa vie professionnelle. On a 21% des répondants qui déclarent ne plus apprécier leur travail puisqu'il ne répond plus justement à cette recherche de sens et à ce lien avec des passions qui peuvent être d'ordre personnel. Et parallèlement à ça, on a aussi un souhait exprimé à 28%, un souhait d'augmenter sa rémunération. Donc d'un côté, on va avoir une recherche, un rapport au travail où on va avoir des personnes, des travailleurs, des salariés et même des demandeurs d'emploi qui vont rechercher une augmentation de la rémunération qui peut être mise en parallèle avec l'inflation qu'on a connue ces dernières années, évidemment. Et puis, on a aussi cette recherche de sens, cette recherche d'avoir un métier qui fait sens dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui avec la transition numérique, avec la transition énergétique, avec toutes les problématiques environnementales qu'on connaît, mais également les problématiques sociales qui vont venir impacter
ce rapport au travail. Et donc, on a cette volonté de rompre de la part des Français, de rompre avec une insatisfaction au travail en lien avec l'insécurité de l'emploi, donc avec des contrats qui peuvent être perçus comme précaires sur des CDD, de l'intérim, des CDD d'insertion par exemple, ou même des contrats d'alternance. Une insatisfaction, je le disais, en lien avec la rémunération, le statut salarial, auto-entrepreneur, les horaires de travail et puis le sens du travail. Et on pousse vers un nouveau rapport au travail. On a notamment, selon les chiffres de la DARES, donc un actif sur deux qui souhaite changer d'emploi à plus ou moins long terme, donc un tiers notamment d'ici les 2 prochaines années. On a 35% des 25-34 ans qui préparent une reconversion, contre 21% des actifs. Donc, on voit notamment que sur les publics jeunes, en tout cas, je m'inclus encore dedans, je n'ai pas encore 34 ans, donc on va dire public jeune, qui vont préparer cette reconversion par rapport à cette recherche de sens notamment. Et 40% des actifs qui ont ressenti un impact négatif de la crise sanitaire sur leur situation professionnelle. Donc on voit bien aussi que la crise sanitaire du Covid-19, ça a eu un effet boost sur le fait de se poser la question, est-ce que je me sens bien au travail, est-ce que mon travail fait sens pour moi, est-ce que je suis à ma place et quelle place je pourrais trouver dans mon environnement social et professionnel aujourd'hui. Et en lien avec cette donnée-là, donc on a 37% des salariés qui ne se sentent pas de tenir dans leur travail jusqu'à leur retraite. Donc c'est vraiment une problématique qui est d'actualité. 37%, on est à plus d'un tiers des salariés qui ne se voient pas continuer jusqu'à leur retraite, jusqu'à leur métier actuel. Et donc, on va avoir deux mouvements qui ne convergent pas forcément, pas naturellement en tout cas. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir, je vous le disais, des métiers qui peuvent être en tension. On parlait du bâtiment notamment, mais des métiers qui, suite à la crise Covid, vont avoir des besoins en recrutement pour répondre à des problématiques sociétales, transition énergétique, transition numérique aussi. Et de l'autre côté, on va avoir les souhaits de changement des salariés, des travailleurs et des demandeurs d'emploi qui ne vont pas forcément concorder. Et ça, on va y revenir un petit peu par la suite en étudiant notamment avec Cécile les projets de recrutement d'ici 2030 et puis le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Et on a donc les tensions sur ces métiers et les besoins des salariés qui ne vont pas forcément correspondre naturellement aux aspirations des actifs, notamment dans les domaines qui répondent à l'intérêt général, tout ce qui va concerner l'éducation, la santé, les métiers du care, la transition énergétique qui est un sujet d'importance aujourd'hui, et le soin par exemple. Ce qui peut du coup aussi accentuer des tensions en recrutement, puisque s'il y a déjà des besoins exprimés en recrutement, mais qu'en face, ce sont des métiers qui n'attirent pas pour raison X ou Y des candidats, et on va accentuer du coup ces tensions sur le marché du travail. Ce qui nous amène à arriver au métier 2030, et là je vais laisser la main à Cécile. Oui, effectivement, ce que nous, on essaye de voir, c'est non pas les besoins de transition professionnelle, mais là où on va pouvoir avoir des postes, là où on va avoir des besoins de recrutement et là où on ne va pas avoir assez de jeunes pour occuper ces postes. C'est le schéma que je vous présente. Et donc ça, on le fait, c'est une projection qu'on fait de manière régulière à France Stratégie avec la DARES, qui est l'Institut statistique du ministère du Travail. Donc, c'est des résultats qui ont été publiés en 2022 pour le niveau national et 2023 pour le niveau régional, qui sont des projections à 2030, donc à 10 ans.
Et on essaye d'estimer plusieurs flux sur le marché du travail afin d'anticiper là où on va avoir des difficultés de recrutement, en fait. On estime d'abord sur cette balance les postes à pourvoir qui sont constitués des créations nettes d'emplois, donc les nouveaux postes que les entreprises vont être obligées de créer pour poursuivre leur croissance. Donc, ils vont être différents selon les secteurs, avec des secteurs qui détruisent continuellement de l'emploi, comme l'agriculture ou l'industrie, et des secteurs qui en créent continuellement, comme les services aux entreprises et singulièrement les services informatiques. Mais surtout, les postes à pourvoir vont être constitués essentiellement de départs en fin de carrière, puisqu'on est dans une configuration démographique encore singulière où on a les derniers baby-boomers, c'est-à-dire les cohortes de naissance les plus nombreuses qui vont partir du marché du travail d'ici la fin de la décennie ou le tout début de la suivante en fonction des réformes des retraites. Mais c'est surtout un effet démographique extrêmement important puisque c'est des populations qui, en emploi, sont très nombreuses aujourd'hui, plus que ceux d'après. Et pour voir ces postes, on modélise les jeunes qui sortent de formation initiale, qui sont déjà sortis depuis 1 à 3 ans et qui rentrent sur le marché du travail. Et pour ça, on prolonge les tendances passées d'orientation des jeunes. Donc, ces prolongations de tendances, elles veulent dire si on ne fait rien pour modifier cette orientation, ni en termes de recrutement, ni en termes de politique de formation, on aura tant de jeunes qui se destineront à ce métier, puisqu'on le fait par métier. Et évidemment, de la confrontation des besoins de recrutement à droite dans la balance et des ressources en main-d'œuvre constituées par les jeunes débutants, on a dans un certain nombre de métiers, je vous le montrerai, des déséquilibres. On n'a pas, tous les postes ne sont pas spontanément pourvus par les jeunes qui sortent de formation initiale. Alors, c'est qu'une partie de ce qui se passe sur le marché du travail et ça veut dire, grosso modo, qu'il y a des choses qu'on ne modélise pas, même si on en tient compte qualitativement. Ce qu'on ne modélise pas particulièrement et qui va être un flux important, c'est les demandeurs d'emploi qui vont retrouver un emploi, puisque dans nos projections, on projette qu'on va avoir moins de chômage. Mais on n'est pas en mesure de savoir quels métiers vont exercer ces chômeurs et on verra que tous les métiers n'ont pas la même propension à recruter des chômeurs qui aujourd'hui sont plutôt peu qualifiés. Un autre flux qui est très important sur le marché du travail et qu'on ne modélise pas, c'est justement les transitions professionnelles. Les gens, alors qui à la fois vont se reconvertir, mais qui vont aussi avoir une ascension professionnelle. Donc, les ouvriers qui vont devenir techniciens, les techniciens qui vont devenir cadres dans le même domaine professionnel. Et puis, la mobilité en interne. Voilà. Et donc, qui peuvent être une mobilité sociale dans une entreprise, mais qui peuvent être aussi une mobilité sociale entre entreprises. Et puis, on ne modélise pas non plus le retour des inactifs, alors qui peut être important dans certains métiers, où on a des reprises d'activité, par exemple des femmes qui ont élevé leurs enfants, beaucoup dans des métiers d'aide à domicile ou de nettoyage. Et on ne modélise pas non plus le métier que les immigrés rentrés récemment sur le territoire vont occuper. Et là encore, ce sont des métiers qui sont très concentrés, puisque l'immigration, elle est grosso modo concentrée dans les métiers du bâtiment pour les hommes et dans les métiers du nettoyage et des services à la personne pour les femmes. Juste, puisqu'on a une petite question très rapidement sur les données, les études, les statistiques. Donc, tous les chiffres qu'on vous présente sont issus des études de France Stratégie et de la DARES. Vous pouvez les retrouver sur les sites dédiés de la DARES et de France Stratégie. Donc, on vous mettra à la fin le site et effectivement les sources que vous pouvez mobiliser à la suite et regarder plus en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont… Vous pouvez avoir des besoins qui sont particuliers et vous pourrez les trouver. Alors, simplement, là, on utilise une nomenclature statistique
qui est celle des familles professionnelles, qui est un regroupement de métiers. Donc, vous n'allez pas avoir des métiers forcément extrêmement précis, mais ce sont des regroupements de métiers qui ont des gestes professionnels proches. Donc, par exemple, les agents d'entretien, on a à la fois les agents d'entretien hospitaliers, les éboueurs ou les gens qui font le nettoyage dans les bureaux. Pas les femmes de ménage qui sont dans une autre famille professionnelle. Et donc, voilà. Donc, c'est ces familles professionnelles qu'on mobilise, puisqu'on a des sources statistiques très robustes qui nous permettent de les projeter. Donc, on n'est pas sur des niveaux très fins de métier. Si on regarde maintenant le premier flux que je vous ai présenté, c'est-à-dire les créations d'emplois par métier, ce sont les barres bleues sur ce graphique, et c'est important que vous vous en souveniez parce qu'après, je vais ajouter des barres, en fait. Et donc, elles sont exprimées en milliers, et je vous présente ici les métiers qui sont les plus créateurs d'emplois à 2030. Ces métiers qui sont les plus créateurs d'emplois à 2030, ce sont d'abord des métiers d'ingénieurs et de cadres du privé, parce que la France est spécialisée dans les services aux entreprises qualifiées. Et donc, vous avez à la fois les ingénieurs informatiques, mais les ingénieurs et cadres de l'industrie, mais aussi tous les personnels de gestion des entreprises, les cadres des services administratifs, comptables et financiers, où vous avez dedans les DRH, effectivement les comptables, les financiers. Vous avez aussi les personnels d'études et de recherche. Et puis, autre particularité française et européenne, on est des pays vieillissants et donc on a un besoin de soins et d'aide à domicile des personnes âgées dépendantes qui va en s'accroissant et qui est symbolisé donc ici par le fait qu'on a des métiers d'aide et de soins qui sont très en croissance, et ça à tous les niveaux de qualification, de l'aide à domicile, aide-soignant, à l'infirmier, aux médecins et aux professions paramédicales. Et puis, vous avez des métiers qui sont également en croissance dans la manutention. Et ça, c'est beaucoup lié, qui sont plutôt des métiers d'ouvriers, qui sont peu qualifiés ou qualifiés et dont l'essor est lié au développement du e-commerce, que dans notre projection, on a pas mal boosté à post-Covid, puisque c'est ce qu'on avait observé dans la période de pandémie et qui effectivement s'est confirmé par la suite. Parce que j'ai oublié de préciser que nous avons donc fait nos projections en 2021-2022. Donc, tous les... C'est vrai que cette pandémie, elle a pas mal redistribué les cartes par rapport notamment à la consommation, d'où l'orientation vers l'e-commerce. Et inversement, on a une moindre croissance des vendeurs, ce qui n'était pas le cas, ce qui est une inversion de tendance par rapport aux projections qu'on avait pu faire par le passé, parce que justement, on a moins de magasins physiques et on a plus de dématérialisation, et que la pandémie a accéléré un phénomène qui était déjà présent, mais qui est beaucoup plus fort. Si on ajoute maintenant l'essentiel des postes à pourvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque 9 postes à pourvoir sur 10, ce sera des départs en fin de carrière en moyenne dans les métiers, c'est le graphique que je vous montre maintenant, où les barres oranges sont toujours exprimées en milliers, sont le nombre de départs cumulés d'ici la fin de la décennie dans les métiers, et ça, c'est les métiers qui ont le plus de postes à pourvoir en 2030, quand on y ajoute donc les créations nettes d'emplois, c'est-à-dire les nouveaux postes créés, qui sont donc toujours en bleu. Et là, on voit que la hiérarchie des premiers métiers à besoin de recrutement n'est pas la même que les métiers les métiers les plus dynamiques en termes d'emploi, puisqu'on va avoir en tête de gondole, si je puis m'exprimer ainsi, les agents d'entretien et les enseignants, qui ont très peu de création d'emplois d'ici la fin de la décennie. Les enseignants, parce qu'on a une fécondité qui est plutôt en baisse, et même si on a un taux d'encadrement des élèves qui s'accroît, ça suffit juste à maintenir le nombre de postes, mais les enseignants sont très nombreux, donc ils vont être aussi
C'est 1 million de personnes sur le marché du travail. Ils vont être aussi très nombreux à partir en fin de carrière. Et les agents d'entretien, qui sont aussi une famille professionnelle très nombreuse, puisque c'est 1,3 million d'emplois aujourd'hui, ils sont, eux, en plus, particulièrement âgés, puisque ce ne sont pas des métiers qu'on exerce en début de carrière, mais plutôt en reconversion après une période de chômage ou d'inactivité. Donc, la population en emploi y est plus âgée que la moyenne. Et donc, on va avoir de très forts départs. Et puis, vous avez les ingénieurs informatiques qui étaient les premiers métiers créateurs d'emplois. Et ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est constant dans les projections qu'on fait depuis très, très longtemps. Et donc, on prolonge les tendances passées, et sauf que si le numérique explose, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, on ne voit pas que la vague numérique soit passée du tout. Il y a toujours des innovations technologiques nombreuses, et donc on a un métier qui, certes, a beaucoup de création de postes, mais qui est plutôt plus jeune que la moyenne, puisque c'est un métier plus récent, et puis qui a aussi une obsolescence plus rapide des compétences dans ce métier. Et d'ailleurs, c'est le seul métier où les créations d'emplois sont plus nombreuses que les départs en fin de carrière. Et puis, vous avez d'autres métiers comme les aides-soignants, les infirmiers, ou les cadres commerciaux et technico-commerciaux, où les créations de postes, c'est 1/4 des besoins de recrutement, ou 2/3 selon les métiers. Donc, dans les métiers à très fort besoin de recrutement. Donc, c'est un peu ça le panorama des métiers à fort besoin de recrutement. Quentin, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Juste parce que je rejoins une question qui a été posée sur le chat. Tu as parlé de l'informatique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi toute la transition énergétique qui n'apparaît pas forcément. Alors on en parle un petit peu plus loin, mais quid Oui. de la transition énergétique justement sur ces besoins en recrutement? Alors, juste, je réponds aussi à une question technique là que je vois sur les barres oranges sont les départs en fin de carrière. Les barres bleues sont les créations d'emplois nets, donc les nouveaux postes créés. Les barres oranges, c'est les postes à remplacer. Et quand on ajoute les postes à remplacer et les postes créés, on a les besoins de recrutement. Donc, les besoins de recrutement, c'est la somme du bleu et du orange. Sur la transition écologique, en fait, dans notre projection, là, on a fait 2 scénarios. On en a fait plus que ça, mais on en présente généralement 2. On a fait un scénario qu'on a dit tendanciel, où on ne parvient pas en fait à la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire qu'en 2030, on n'a pas fait le chemin nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050, puisqu'on ne sait pas quelles politiques vont être menées. Et donc, on a arrêté, grosso modo, les décisions. On a prolongé, par exemple, MaPrimeRénov' un peu, mais on n'a pas mis de décisions nouvelles. Et donc, du coup, ce qui fait que la transition écologique, elle est centrée sur quelques métiers que vous voyez là, qui sont les ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. Mais on n'a pas une très forte réallocation d'emplois, et de toute façon, on a plus une réallocation à l'intérieur des secteurs et des métiers qu'une transformation très forte de l'emploi, enfin plus forte de l'emploi que celle qu'on aurait sans transition. Et on a de toute façon une transition. Et on a fait un scénario qui est un scénario d'atteinte de la neutralité carbone à 2050, où là, les métiers du bâtiment ont des besoins colossaux, bien plus importants, une dégradation plus forte de l'industrie carbonée, évidemment, puisque on a dans ces réallocations des gens qui perdent plus fortement et d'autres qui gagnent. Et donc, des moindres pertes d'emplois dans l'agriculture, puisque le fait de faire de l'agriculture biologique, par exemple, ou en tout cas de préserver davantage les sols, nécessite plus de main-d'œuvre. Et donc, on a
une moindre perte d'emploi d'agriculteurs, puisque la tendance passée depuis très très longtemps est une tendance à la destruction d'emplois dans l'agriculture, avec des exploitations qui sont de plus en plus grandes et de plus en plus mécanisées en fait. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a pris en compte, mais que dans un scénario que je ne vous présente pas là, parce que ça rendrait les choses plus difficiles à présenter. Si on passe maintenant au déséquilibre, donc si on rajoute aux besoins de recrutement qui sont toujours symbolisés en orange et en bleu à droite, donc qui sont les départs en fin de carrière et les créations d'emplois, on confronte donc ces besoins de recrutement au vivier de recrutement constitué par les jeunes sortant de formation initiale et qui ont déjà débuté en emploi, qui sont les flux en rouge à gauche. Et quand on fait la différence entre les viviers à gauche et les besoins à droite de recrutement, on a un déséquilibre qui est symbolisé par le petit losange en gris sur ce graphique. Donc, les données sont toujours exprimées en milliers d'emplois. Et là, je vous présente les métiers qui vont avoir un plus grand déséquilibre entre les besoins de recrutement et les viviers constitués par les jeunes. Donc, tous ceux où, en fait, les besoins ne seront pas spontanément couverts par les jeunes sortant de formation initiale. Et là, on voit qu'on a beaucoup de métiers qui sont des métiers peu qualifiés, qui sont des métiers d'aide et de soins, des assistants maternels, les aides à domicile, les personnels de ménage, mais aussi les ouvriers qualifiés du gros œuvre, les ouvriers qualifiés du second œuvre, parce que les ouvriers qualifiés sont en général plus âgés que la moyenne des emplois parce que ce sont des métiers qualifiés auxquels on accède après une première expérience professionnelle peu qualifiée. Donc, on n'a aucun peu qualifié dans les ouvriers, dans les déséquilibres à 2030. Et puis, vous avez aussi les professions de cadres commerciaux et technico-commerciaux parce qu'on a beaucoup de besoins. Et vous avez des déséquilibres qui sont liés aussi au fait que vous avez beaucoup de besoins, mais aussi vous avez relativement peu de candidats, peu de jeunes qui rejoignent ces métiers. Donc, c'est le cas des ouvriers qualifiés, comme je l'ai dit, mais c'est aussi le cas des aides à domicile, des conducteurs de véhicules ou des agents d'entretien, qui sont des métiers que les jeunes n'ont pas très envie d'exercer nécessairement. Et où là, du coup, on va avoir des déséquilibres considérables. C'est vrai aussi pour les agriculteurs, qui sont un métier qui détruit l'emploi à 2030, qui a d'énormes besoins de recrutement liés au vieillissement des populations en emploi, parce que les agriculteurs sont aussi une population en emploi très âgée par rapport à la moyenne des métiers, et où on a très peu de jeunes qui démarrent dans ces métiers, avec des questions qui vont là être différentes, puisque ça peut être aussi des questions de difficultés de reprise d'exploitation, mais aussi, et en général, dans les métiers qui ont des difficultés de recrutement, y compris aujourd'hui, et qui attirent peu les jeunes, c'est des questions qui sont multidimensionnelles. On a des questions d'attractivité qui sont liées à la rémunération, aux conditions de travail, d'une manière générale, qui ne sont pas seulement la pénibilité, au statut d'emploi, parce que vous avez, quand vous êtes aide à domicile ou assistant maternel, vous avez pluri-employeur, mais du coup, vous n'avez pas un temps plein parce que c'est très compliqué d'avoir un temps plein avec des pluri-employeurs, quand vous êtes femme de ménage également. Vous avez aussi des questions de qualification pour les ouvriers qualifiés du second œuvre ou du gros œuvre du bâtiment. Vous ne pouvez pas exercer ce métier si vous n'avez pas une qualification, et ça ne se fait pas d'un seul coup, d'un seul. Donc, vous allez avoir des métiers qui vont avoir plus de difficultés que d'autres parce qu'ils sont peu attractifs. Vous avez des métiers qui, comme les cadres des services administratifs, comptables et financiers, sont des métiers attractifs pour les jeunes, mais c'est simplement parce qu'ils ont des gros besoins qui vont avoir, et avec un niveau de qualification relativement important. Donc, c'est des métiers, par exemple, qui ne vont pas pouvoir faire appel
à des chômeurs facilement, puisque ça demande en général une formation de plusieurs années. Voilà. Donc, c'est les raisons des déséquilibres, grosso modo, à long terme, sont différents selon les métiers, mais sont en général multidimensionnels. Si on C'est ça compare, qui est intéressant de comprendre des raisons de ces déséquilibres en tant que personne en reconversion ou demandeur d'emploi pour pouvoir derrière adapter, j'imagine, sa stratégie quand on veut être recruté ou en tout cas intégrer ces métiers-là, comprendre que des fois on peut être plus ou moins en concurrence avec d'autres personnes qui vont vouloir intégrer ces métiers-là ou peut-être que c'est d'autres raisons et sur lesquelles il va falloir agir à titre individuel pour avoir toutes ses chances aussi dans un recrutement. voilà, donc c'est une incitation. Nous, ce qu'on espère, c'est que nos projections ne se réalisent pas, hein. C'est qu'effectivement, et donc, il y ait des actions, mais ces actions, elles doivent être dans toutes les dimensions. Elles doivent être à destination des jeunes, mais aussi à destination des publics en reconversion, et effectivement aussi sur les conditions de travail et d'emploi d'une manière générale, que ce soit des questions de statut, des questions de freins périphériques à l'emploi, de logement, de transport, de rémunération, d'horaires de travail et toutes ces sortes de choses, et qui sont effectivement différents selon les métiers. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi de comparer les déséquilibres à long terme qu'on projette avec les tensions actuelles de recrutement. Grosso modo, on a 4 cas de figure. Soit les déséquilibres à long terme sont très importants et les métiers sont déjà en tension aujourd'hui, ce qui est le cas de beaucoup de métiers à fort besoin de recrutement à long terme. Et donc, dans ce cas-là, on estime que les tensions actuelles, qui sont déjà importantes, elles vont encore s'accentuer. Donc, ce sera encore plus difficile de recruter. Et c'est le cas en particulier des aides à domicile ou des ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. Je ne vous ai pas mis tous les métiers, mais vous pourrez les retrouver Pour les trois principaux, en tout cas, qui ont été identifiés ici. Voilà. On a un deuxième cas de figure qui est l'opposé, où on a des tensions actuelles sur le recrutement, mais nous, on n'anticipe pas de déséquilibre parce qu'on a beaucoup de jeunes ou qu'on n'a pas beaucoup de besoins de recrutement dans ces métiers à long terme, et que donc on va avoir des difficultés de recrutement qui vont au contraire se réduire. C'est le cas des employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie-restauration, essentiellement dont font partie les serveurs, essentiellement parce que c'est des métiers qui sont des métiers d'attente pour les jeunes, que les jeunes exercent en début de carrière. Et on a eu des configurations particulières post-Covid, mais qui vont se résoudre et qui sont déjà en passe de se résoudre, où on va avoir des métiers comme les employés de la comptabilité, où là, au contraire, c'est du fait de l'automatisation davantage de ces métiers qui vont avoir moins de besoins de recrutement, et donc, en fait, tous les départs en fin de carrière ne vont pas être remplacés. Et du coup, on aura moins besoin de gens et on va avoir des difficultés de recrutement qu'on a identifiées à travers les indicateurs de Pôle emploi et de la DARES qui sont qui sont identifiés donc tous les ans, et nous on les a pris en 2019 puisque c'est le début de nos projections, et que si on prenait en 2022, de toute façon tous les métiers étaient en tension, donc on n'avait aucun moyen de discriminer les métiers. On a deux autres cas de figure. On a le cas où les tensions, les déséquilibres à long terme ne sont pas très forts, mais les tensions sont très fortes aujourd'hui, et donc on estime que les difficultés de recrutement vont se maintenir. C'est le cas des infirmiers ou des ingénieurs informatiques. Les ingénieurs informatiques, c'est des ingénieurs, hein, donc c'est un niveau de cadre. C'est pas des employés et des techniciens informatiques, puisque j'ai vu passer un chat. Donc, effectivement, c'est un niveau en général de recrutement assez élevé. Et puis, on a des métiers qui ne sont pas en tension aujourd'hui et dont on anticipe un déséquilibre très important à long terme. Et donc, on estime que des tensions sur le recrutement dans ces métiers vont apparaître. Et c'est le cas des agents d'entretien ou des ouvriers qualifiés de la manutention, par exemple.
Donc, en conclusion, Je réponds juste très rapidement à une question par rapport à la projection pour les services à la personne. On les avait dans les métiers de l'aide à domicile et de l'aide à la oui. personne, il me semble, hein. Alors, je vous ai épargné la mécanique quantique qui nous amène à la projection. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une projection sectorielle d'emploi, donc où il y a les services à la personne et surtout le particulier employeur, mais aussi les collectivités locales, etc. Donc, on fait une projection et l'action sociale, etc., la santé, l'éducation, les services aux entreprises, le commerce, l'industrie, l'agriculture. Et après, on a une matrice secteur-métier, puisque ce sont les secteurs qui vont recruter les métiers. Et donc, les métiers de service à la personne, c'est essentiellement les métiers d'aide à domicile. Donc, on a quelques aides-soignants qui sont dans les services à la personne, mais les aides-soignants, ils sont aussi beaucoup dans les EHPAD et dans les hôpitaux, hein, dans les centres collectifs, en fait. Et puis, on peut considérer que les personnes de ménage peuvent être considérées dans les services à la personne. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on n'est pas sur de l'aide à domicile pour des gens fragiles. C'est tout le monde. Et c'est surtout en fonction du revenu. Donc, c'est ça. C'est essentiellement les aides à domicile, les services à la personne et le particulier employeur. Donc, en conclusion, voilà, on a d'énormes besoins de recrutement et même si on n'avait pas de création d'emploi, on aurait d'énormes besoins de recrutement dans la fin de la décennie, d'ici la fin de la décennie, parce qu'on a beaucoup de départs en fin de carrière et qu'on est rentré dans une baisse de la fécondité. Donc, les départs en fin de carrière, ce qui n'était pas le cas auparavant, je tiens à le préciser, les départs en fin de carrière sont supérieurs dans nos projections aux jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail. Donc, c'est une question démographique qui fait qu'on peut s'attendre effectivement à avoir des difficultés de recrutement plus importantes, même dans des périodes où on a moins de création d'emplois, ce qui semble s'annoncer en ce moment, lié à la rigueur budgétaire, mais aussi à d'autres facteurs internationaux. Et donc, du coup, il faut effectivement avoir une attention particulière aux transitions professionnelles qui sont difficiles parce que une transition professionnelle, c'est un coût et qui n'est pas seulement un coût financier, c'est un coût psychique, qu'on n'est pas toujours garanti d'avoir un poste à la fin. C'est très inégalitaire en fonction de la qualification, puisque ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont déjà les plus éduqués, et qu'on a des forts besoins dans des métiers qui ne sont pas très qualifiés, donc on l'a dit, dans les services à la personne, mais aussi dans des métiers moyennement qualifiés de la rénovation énergétique des bâtiments, où là, si on tient nos objectifs de rénovation, on va être dans un déficit de main-d'œuvre extrêmement important. Donc, on a des questions très, très importantes à anticiper pour ne pas, on n'observera pas a posteriori les déséquilibres. Simplement, on n'aura pas créé assez d'emplois parce qu'on n'aura pas pu recruter. Et c'est ça qu'il faut éviter. Pour conclure, parce que c'est une discussion qui a lieu là en ce moment sur le chat, quid des nouveaux métiers? On avait eu l'occasion, Cécile, d'en discuter un petit peu. Donc là, on est sur les projections d'ici 2030 des métiers où on va rencontrer un déséquilibre et où il va y avoir de forts besoins en recrutement. Et par rapport à des nouveaux métiers qui seraient amenés à apparaître, à être créés d'ici 2030, voire plus. Alors, je vois, effectivement, c'est une question un peu récurrente, hein. Il y a une illusion du nouveau métier. Donc, ça dépend ce qu'on considère comme métier. Je vous ai dit qu'on utilisait une nomenclature qui est particulière, qui est une nomenclature statistique dont on a besoin avec des régularités passées pour pouvoir projeter. Donc, ce qui est important, ce qui est limitatif, puisque vous n'allez pas avoir des petits métiers,
mais en même temps qu'il y a un avantage, c'est que ça se fonde sur le geste professionnel. Donc, ça ne veut pas dire que le geste professionnel ne va pas changer. Donc, quand vous faites de la maintenance, vous faites de la maintenance de l'éolien aujourd'hui, de la maintenance énergétique. Hier, vous faisiez de la maintenance dans des centrales électriques au gaz ou nucléaire. Ce n'est pas les mêmes compétences, mais vous avez le même geste professionnel. Quand vous êtes ingénieur informatique, donc vous allez suivre l'évolution des technologies. Donc, hier, vous faisiez des logiciels comme ci, comme ça, des algorithmes. Maintenant, vous faites des algorithmes apprenants pour faire de l'intelligence artificielle. Vous êtes dans le soft, vous êtes dans le back, vous faites de la cybersécurité, vous faites autre chose. Vous êtes ingénieur informatique. Donc, ça ne comprend pas tous les changements qui sont des changements, donc on parle toujours de la technologie ou de la transition écologique, mais les changements dans les métiers vont beaucoup plus loin que ça, ils sont beaucoup plus profonds. On a un changement aussi vers les services, donc vers le client, qui est une grande question dans les entreprises. Et on est passé là beaucoup, par exemple dans les télécoms, du back-office au front-office. On vend des services. Et donc, ce n'est pas tout à fait le même métier. Et donc, quand vous êtes ouvrier qualifié du bâtiment, vous êtes couvreur. Aujourd'hui, vous devez savoir poser des panneaux photovoltaïques, mais ça ne fait pas le quotidien votre métier. Donc, vous avez un métier cœur. Ce qui importe, il me semble, c'est que vous avez un métier cœur qui va rester le même et dont les gestes professionnels vont adjoindre beaucoup soit de technologies, soit de besoins différents demain et qui sont déjà en germe. Mais par exemple, c'est très compliqué de savoir. C'est avant tout une mutation des métiers déjà existants, une évolution de ces métiers-là, plus que l'apparition de métiers qui n'existaient absolument pas, avec de nouvelles compétences, de nouvelles missions qui apparaissent aujourd'hui. Voilà, alors on a des hybridations de métiers. On peut dire que le data scientist, c'est une hybridation de l'informaticien et du statisticien. Mais c'est des choses qui existaient déjà et on a peu de métiers en fait qui disparaissent complètement. Donc les secrétaires, par exemple, elles sont en déclin d'emploi depuis très très longtemps, depuis les années 80 et l'invention du micro-ordinateur. Mais elles n'ont pas disparu. En revanche, leurs fonctions ont radicalement changé. Elles ne font plus de la sténodactylie, mais elles font toujours du support. Elles font un peu de compta, de l'organisation, plein de choses. Donc leur mission n'a pas changé, mais on en a besoin de beaucoup moins. Donc leur emploi décroît continuellement, mais ne disparaît pas. Et on a peu de métiers qui ont été complètement nouveaux, à part ingénieur informatique qui n'existait quasiment pas, même si ça commence, je pense, dans les années 40, mais enfin bon, avant, effectivement, les années 80, il n'y en avait pas des tonnes. C'était quasiment pas un métier répertorié dans les statistiques. J'en vois pas beaucoup, et peut-être que oui, les mineurs en France ont quasiment disparu. D'accord. Parce que les mines ont disparu. Merci Cécile pour ce point sur les nouveaux métiers. Je vois le temps qui défile, je vous propose qu'on passe à la suite. Donc, en lien avec toutes ces infos. Peut-être juste dire que vous pouvez retrouver donc, sur le site de France Stratégie à la fois les rapports sur les besoins en recrutement à 2030 régionaux et nationaux et une data visualisation qui vous permet de regarder à la fois les métiers, les régions, comparer les métiers entre eux et vous aurez toutes les données précises si vous avez des interrogations sur un ou plusieurs métiers. Tout à fait. Merci Cécile. On va passer à la slide suivante. Donc en lien en fait avec toutes les informations qu'on vous a transmises depuis le début de ce webinaire, les chiffres sur le marché du travail, les envies de changement professionnel et l'état et les projections de l'emploi d'ici 2030. On a également deux besoins qui se dégagent en termes de mobilité professionnelle.
C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des différences de ressources entre des salariés, des demandeurs d'emploi en termes d'argent, de temps, de diplôme, de certification, qui ne vont pas pouvoir investir les mêmes ressources, et également des inégalités en termes de connaissances, et vous en parliez très bien dans le chat, et Cécile, sur les systèmes de reconversion, sur les dispositifs, sur la mobilisation aussi de l'ensemble de ces informations et dispositifs. Et donc, on va faire un dernier point sur la transition professionnelle avec le conseil en évolution professionnelle, puisque c'est ce qui va vous permettre d'avancer en fait sur ces démarches-là. Au niveau du conseil en évolution professionnelle, donc l'objectif, c'est que le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui a pour vocation à vous accompagner, à accompagner les salariés indépendants, mais également pour les autres opérateurs, les demandeurs d'emploi, pour faire le point sur votre situation professionnelle, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie d'évolution. C'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel, qui est neutre, impartial, qui se fait en dehors de l'entreprise, qui n'a pas de lien avec votre employeur, et qui est accessible sur l'ensemble du territoire français. Vous avez 5 opérateurs du conseil en évolution professionnelle: Avenir Actif pour les salariés et les indépendants, l'APEC pour les cadres, France Travail pour les demandeurs d'emploi, tout statut, et puis des opérateurs plus spécifiques comme le réseau des missions locales pour les moins de 26 ans, qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi, et les Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Et pour faire le lien avec les différents échanges que j'ai pu voir dans le chat, le conseiller en évolution professionnelle, c'est vraiment l'opportunité de faire le point et de répondre à toutes vos questions en lien avec vos projets de mobilité, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise, de reconversion, de transition professionnelle, c'est-à-dire changer de métier et évoluer sur une évolution de carrière classique, Cécile, vous en parliez, passer d'ouvrier dans le BTP à technicien, à ingénieur, chef de chantier, etc. Ou totalement changer de secteur d'activité et faire une reconversion professionnelle. Ça peut passer par la reprise ou la création d'activités, en passant, si besoin, par des certifications professionnelles afin de développer vos compétences professionnelles. Donc l'objectif du conseil en évolution professionnelle, et moi je vous encourage, si vous en ressentez le besoin, c'est de vous tourner vers un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle pour faire le point sur votre situation et surtout faire le point sur l'ensemble des informations. On l'a dit depuis le début de ce webinaire, on a quand même tout un panel de métiers. Ce n'est pas toujours simple de faire le point entre les appellations, entre les niveaux de formation, de certification, entre les dispositifs selon vos statuts, cadres, non-cadres, jeunes, seniors, etc. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment de faire le point sur tout ça et répondre à vos questions avec un conseil personnalisé. Un conseil personnalisé, individualisé et adapté, donc pour exprimer votre demande, accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, les offres de formation et l'environnement professionnel qui vous intéresse, et identifier les démarches possibles et éventuelles à donner suite à un premier entretien avec un CEP. Et dans la suite de l'accompagnement, un accompagnement personnalisé, cette fois-ci pour vraiment mettre en marche ce plan d'action en lien avec votre projet professionnel. Et donc, si vous êtes intéressé, quel que soit votre statut, on vous oriente vers le site mon-cep.org qui vous permet, via un très court formulaire, de trouver l'opérateur selon votre statut, votre situation, votre lieu d'habitation, l'opérateur CEP qui sera à même de vous accompagner. Et pour conclure sur ce webinaire, avant de passer 5 minutes sur les questions-réponses, je vous encourage aussi vivement, avec les échanges qu'il y a eu dans le chat, à consulter également les autres webinaires dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Il y a eu beaucoup d'échanges sur des métiers particuliers, des secteurs d'activité, également des échanges sur les travailleurs seniors plus de 50 ans.
on a toute une programmation de webinaires, 70 webinaires en tout, et vous avez des webinaires qui sont dédiés à ces thématiques, sur le travail des seniors, sur l'intelligence artificielle, sur les métiers de la transition énergétique. Donc là, aujourd'hui, on était vraiment sur un métier spécifique, thématique, projection des métiers pour demain, horizon 2030. Si vous avez des questions sur la seniorité, sur la transition numérique, transition énergétique ou autre, regardez la programmation des webinaires, vous allez trouver un webinaire qui va répondre à ces questions-là également. Je vous propose qu'on prenne 5 dernières minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à redonner vos questions dans le chat. J'ai vu une question très rapidement passer sur le bilan de compétences. Alors, le CEP, ce n'est pas le bilan de compétences. Ce sont deux services, dispositifs distincts. Le bilan de compétences, c'est encadré par la loi. C'est 24 heures maximum. C'est un service qui est payant, pour lequel il faut une ingénierie financière pour pouvoir le financer. Et on est sur d'autres objectifs de travail, mais qui vont servir aussi à nourrir le travail qui peut être réalisé dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Ce sont des dispositifs, des services complémentaires, mais qui ne servent pas exactement à la même chose. Alors, quel métier d'avenir pour les cadres seniors? Là, typiquement, je vous renvoie sur les autres webinaires, notamment comment je gère ma carrière au-delà de 50 ans, qui va aborder ce type de questions. A-t-on mesuré l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers à horizon 2030? Ça, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Cécile, je vous laisse répondre par rapport aux projections de France Stratégie. Oui, tout à fait. Alors, on ne mesure pas, quand on fait des projections, on est limité par nos outils. Simplement, l'intelligence artificielle fait partie de la vague numérique. Donc, d'ailleurs, c'est pas l'intelligence artificielle qui allait avoir le plus d'effets qui a commencé. Bref, c'est jamais là où on s'y attend. En revanche, ce qu'on attend du numérique, c'est qu'il fasse des gains de productivité, en fait, qui permettent d'avoir plus de valeur avec autant d'emplois, qu'on produise autant de biens et services avec le même nombre d'emplois, enfin que ça ne nous coûte pas plus cher à produire et qu'on en ait plus. Donc c'est ça la promesse de l'intelligence artificielle aussi, parce que c'est d'accélérer. Donc on a eu des hypothèses à la fois sur le fait qu'on allait on allait prolonger cette tendance qui est une tendance passée, et on l'a accentuée dans certains secteurs parce qu'on a considéré que là, il y avait dans certains secteurs une plus grande rupture. Alors on l'a accentuée par exemple dans la banque et dans les assurances parce qu'on avait une forte digitalisation et qu'on avait une contrainte aussi de coûts parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient encore assez faibles. Donc, il y avait moins de rendement pour les banques. Donc, il y avait plus d'incitation à automatiser. Et donc, ça fait moins d'emplois. On l'a fait évidemment dans le commerce, puisque là, c'était quelque chose qu'on avait senti tout à fait post-Covid. Donc, on a accentué la tendance passée, on n'a pas prolongé. Et puis aussi dans le transport et la logistique plutôt pour d'autres raisons. Donc voilà, on a fait ça et donc du coup, c'est pas l'impact de l'intelligence artificielle, c'est l'impact du numérique d'une manière générale parce que on focalise toujours sur une technologie. Donc peut-être que c'est une autre qui va prendre le pas à un moment donné ou à un autre, mais surtout ce qui compte, c'est d'abord que ça se diffuse. Et c'est pas forcément. Donc, même si vous utilisez aujourd'hui l'intelligence artificielle dans vos outils numériques, ça ne veut pas dire qu'elle est très diffusée et d'une manière générale, le digital dans les entreprises françaises. C'est ça qui compte pour moi en termes d'emploi. Oui. Et on est au niveau, par exemple, de l'Union européenne, on est en dessous de la moyenne européenne dans l'investissement numérique en général. On sait aujourd'hui à peu près comptabiliser. Parce qu'on a un tissu de petites entreprises très important qui le sont très faiblement.
hein, y compris en termes de e-commerce. Donc, nous, on prend tout en considération. On ne prend pas une technologie, sinon... et pareil pour les métiers, puisqu'on fait une matrice secteur métier, on a regardé un peu qualitativement ceux où on estimait qu'on allait avoir un peu plus que la tendance passée. Voilà. Merci Cécile. Je vois qu'il est 13h, je réponds simplement pour les personnes qui demandent des statistiques plus précises par rapport à l'industrie, par rapport à l'informatique. Vraiment consulter les outils de data visualisation de France Stratégie, de la DARES. Vous pouvez rechercher par secteur d'activité toutes les statistiques qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Donc ça va vous permettre de vraiment investiguer sur les secteurs qui vous intéressent spécifiquement, ces statistiques-là. Alors, le marketing, ça dépend à quel niveau, mais le marketing, je suis désolée, moi, je ne peux pas répondre et regarder le chat en même temps, hein, mais le marketing, c'est au niveau cadre, c'est dans les cadres comptables, techniques et financiers, commerciaux, pardon, dans les cadres commerciaux. Et donc là, le marketing est investi par le numérique de manière massive. Donc aujourd'hui, voilà, vous faites du marketing, vous faites de la donnée, vous faites de la donnée massive. Et donc vous la traitez pour connaître mieux vos clients. Sur les ingénieurs et cadres de l'industrie, ils sont recrutés pas seulement par l'industrie, hein, il faut le savoir. C'est beaucoup des ingénieurs qualité aussi, mais qui sont dans le commerce aussi, et dans les services de conseil, hein, parce qu'on a beaucoup de services de conseil qui ont des ingénieurs et cadres de l'industrie, parce qu'on a une externalisation, hein, de certaines fonctions, y compris de conception et de recherche d'ingénierie, dans des services spécialisés. Et donc, on a on peut avoir moins d'emplois dans l'industrie parce que l'industrie est très productive. Justement, elle a été mécanisée, elle a été automatisée, la première à chaque fois, et elle est très concentrée. C'est des entreprises qui sont très concentrées. Mais ces entreprises, elles font appel à des cabinets, en fait, hein, d'ingénierie. Et donc, vous allez avoir une création des services et une destruction dans l'industrie. Pardon. Je suis désolé, je vais devoir vous couper parce qu'on a dépassé notre horaire. Merci en tout cas pour toutes ces informations, pour toutes ces précisions. Pour les participants, vraiment, je vous oriente sur le reste de la programmation qui va venir compléter justement ce webinaire. N'hésitez pas à consulter. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une agréable journée et puis à la prochaine sur les webinaires des semaines de l'évolution professionnelle. Au revoir.